OK, très bien, voilà. Alors, cette fois-ci, j'ai pas mis la caméra pour être sûr que le débit internet soit suffisant pour que la présentation soit fluide. Je parle du support PowerPoint. Donc, vous aurez ma photo, c'est le cas de le dire. Écoutez, je vous remercie. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Écoutez, je vous remercie vraiment parce que avec toutes ces adaptations qu'on doit faire en temps réel avec la situation de pandémie, les uns et les autres, il faut qu'on jongle entre nos emplois du temps professionnels, nos emplois du temps personnels. Et je sais que c'est pas toujours facile. Je sais qu'il y a un des participants qui a eu une alerte Covid dans son établissement, donc bien évidemment, ça a pris le pas sur le reste. Il ne pourra pas participer. Alors voilà, donc aujourd'hui, écoutez, je vais me permettre de commencer. Je pense que les personnes vont arriver au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, je traite de la problématique de l'acceptabilité sociétale comme pilier de l'économie verte avec un point d'interrogation. Donc comment va se passer ce webinar? Donc tout d'abord, je vais vous présenter ma vision des enjeux vis-à-vis de cette grande problématique qu'est l'acceptabilité sociétale. Je vous présenterai aussi des succès hein, pour dire que les choses peuvent être résolues, qu'on peut avancer. Vous pouvez me poser des questions en direct par le chat, hein, donc j'essaye de répondre autant que faire se peut. Euh, Bien évidemment, si c'est des questions trop spécifiques, à ce moment-là, peut-être que j'inviterai l'auteur à me recontacter ultérieurement, mais n'ayez aucune limite dans vos questions, hein. Sentez-vous libre de poser quelques questions que ce soit. Et je crois que le système permet à chacun et chacune de voir les questions qui sont posées par les autres. Donc ça fait une sorte d'interactivité, même si bien évidemment on n'est pas dans de la vraie interactivité avec des échanges oraux possibles. Ensuite, à ce webinaire, donc je vous proposerai de réfléchir à ce que je vous ai présenté, de savoir si c'est quelque chose qui peut vous être utile. Et si oui, va se poser la question après le comment, et notamment donc quels sont les résultats que vous pouvez en attendre par rapport à vos attentes, à vos problématiques. Donc n'hésitez surtout pas à prendre des rendez-vous. Donc il y a un bouton en haut qui permet de prendre des rendez-vous. Vous pouvez le faire, je pense, à n'importe quel moment de la conférence, et ça vous renvoie à un agenda que j'ai pré-rempli et qui vous donne des disponibilités demain et après-demain. Et puis, vous pourrez aussi me contacter directement par téléphone ou par courrier électronique. Je vous mettrai mes coordonnées à la fin du webinaire. Donc, je vais me permettre d'enchaîner. Je vois qu'on est 13h04. Voilà, donc je vais commencer par les enjeux. Donc, les enjeux, premièrement, je vais parler des enjeux globaux, c'est-à-dire ceux dont tout le monde parle de plus en plus, en tous les cas. Il y a actuellement, et vous le savez toutes et tous, le fait que l'entreprise est entrée dans l'ère de la défiance, hein, c'est le titre d'un bouquin qui a été écrit par des sociologues. Donc, les entreprises sont sous une sorte de contrôle de la société qui veut du changement, comme le montre l'illustration à côté. Nous savons aussi qu'il y a une pression sociétale sur des exigences environnementales de plus en plus fortes. On voit de plus en plus de marches pour le climat, par exemple. Un autre élément qui est très important, c'est que, et ça je le sais, puisque parmi les auditeurs aujourd'hui, il y a beaucoup de représentants de sociétés qui sont liées à l'environnement, au sens large du terme. Servir l'environnement n'est pas forcément synonyme de perception positive par la société. L'exemple que je prends, que j'ai illustré par cette photo, ce sont les gilets jaunes.
puisque le démarrage était une action du gouvernement qui était en faveur du climat, puisque c'était donc de limiter le CO2. L'idée, c'était d'appliquer une taxe carbone. Cette taxe n'a pas été perçue comme positive par une tranche de la population, et nous connaissons tous les conséquences sur le phénomène qu'on a appelé les gilets jaunes. Donc on voit bien que là, il y a une volonté, entre guillemets, de s'inscrire dans la lutte contre les changements climatiques qui s'est traduite par une incompréhension ou par un impact fort sur une tranche de la population. Le quatrième élément, c'est la prise en compte par les marchés de la dimension environnementale, sociétale. Donc, ils appellent ça l'investissement à impact, hein, ça vient de l'anglais. Donc, il y a des fonds qui se spécialisent dans ce type d'investissement. On s'aperçoit que ce sont des investissements qui sont en croissance, hein, 17% par an sur ces 4 dernières années, donc ce qui est assez important. J'ai mis un petit encart puisque un de ces fonds fait un audit d'entreprises et 244 entreprises ont été jugées à avoir des ambitions ou un reporting climatique insuffisant. Parmi ces 244 entreprises, 53 ont été sanctionnées par le gestionnaire d'actifs lors de l'Assemblée générale et 191 ont été inscrites sur une liste de surveillance pour 2021. La question qui était posée de savoir, il y a quelques décennies, de savoir comment l'environnement pourrait être pris en compte. On a là les différents ingrédients. On voit qu'il y a la société qui bouge, on voit que les gouvernements bougent et on voit aussi que la dimension économique, voire financière, bouge elle aussi, en sachant que c'est une synergie entre ces 3 grandes composantes, hein. Donc, qui suit l'autre, on ne sait pas trop, mais en tous les cas, il y a un démarrage de la population d'inscription dans ces dynamiques. Ce sont aussi des enjeux locaux. Donc là, on descend à l'échelle des territoires. Donc là, j'ai quelques exemples illustrés que vous connaissez toutes et tous relativement bien dans votre partie. Alors aujourd'hui, j'ai pris le parti justement d'avoir une approche transversale. Parce que je sais que parmi l'auditoire, il y a des personnes qui sont dans les énergies renouvelables, d'autres qui sont dans l'eau et l'assainissement, d'autres qui sont dans l'extraction des matériaux, la fabrication des matériaux et encore d'autres secteurs d'activité. Et vous êtes tous dans vos métiers confrontés à quelque chose qui, en fin de compte, est assez transversal. Bien évidemment, la résolution va être en partie liée à la spécificité de votre métier sur l'aspect technique, par définition. En tous les cas, les dimensions humaines que l'on va rencontrer dans ce qu'on appelle l'acceptabilité au sens très large du terme, elles sont très proches d'un secteur d'activité à l'autre. Donc, vous voyez sur ce support les problématiques. Alors, les éoliens au milieu, bon, ça, je pense que tout le monde sait que les éoliennes sont sujettes quasiment systématiquement à des contestations, des oppositions locales quand elles viennent s'implanter. Les problèmes de carrière aussi, quand une carrière s'ouvre à proximité d'un lotissement, d'un village, il y a aussi beaucoup d'émotions. Les déchetteries, on sait que les déchets ont toujours été soumis à une forte pression. Ce qui est peut-être moins évident, le petit encart à droite là, sur notre village dit non à la station d'épuration. Donc ça, c'est aussi peut-être récent ou quelque chose qui, entre guillemets, agit sur l'environnement. Quand je dis entre guillemets, c'est que ça agit sur l'environnement, est perçu comme quelque chose de nuisible, quoi. Donc, en tous les cas, pour le voisinage. À l'autre côté du support, on parle aussi des parcs photovoltaïques qui commencent à être contestés. Donc, avec peut-être une relation avec le fait que les parcs sont une surface peut-être de plus en plus importante et qu'il y en a de plus en plus.
La méthanisation aussi exacerbe les passions, donc j'y reviendrai un peu en détail, mais c'est aussi quelque chose qui, selon les régions, est plus ou moins récent. Il y a des régions où depuis très longtemps, notamment en Occitanie, les projets de méthanisation ont du mal à émerger. En Bretagne, c'était quelque chose qui était assez courant et puis qui, depuis 2 ans, commence à être difficile et commence à avoir des contestations assez importantes. J'ai montré aussi la problématique du béton. La problématique du béton, c'est particulier puisque là, c'est un comité d'action non violente COP21 qui est local à Toulouse, pour ne pas le citer, et qui conteste cette filière à travers les fortes productions de CO2 qui sont générées par les travaux publics. Alors ce dernier exemple me permet d'enchaîner sur un élément qui me semble aussi très important, qui est une convergence entre le global et le local. Voilà. Donc j'ai commencé avec le béton, on le retrouve ici. Donc c'était une action locale, mais qui parle d'une problématique globale, puisqu'on parle du dégagement de CO2, le CO2 étant le gaz qui est suivi avec attention pour évaluer l'intensité des changements climatiques, enfin les causes qui vont provoquer les changements climatiques. Bon, vous savez tous que le CO2 n'est pas le seul gaz à effet de serre, mais en tous les cas, c'est celui qui est souvent utilisé, mesuré, puisqu'il est facile à tracer, en tous les cas, de savoir qui émet du CO2. J'ai pris aussi comme exemple l'éolien, à l'autre bout donc, du support visuel, puisque j'ai pris une photo là, dans un village où on voit une trace d'une ancienne contestation par rapport à un parc éolien. Et là, ce qui était mis en avant, c'était pas trop le phénomène NIMBY, hein, donc de Not in my backyard, de proximité, mais bien la contestation de la filière industrielle de l'éolien. Le NIMBY, on en parle au milieu, là, sur un extrait d'une publication que j'ai identifiée qui parle des projets de méthanisation et qui dit que la prise en compte du phénomène de voisinage ne suffit plus. Et à travers cette étude, il énumère les différents facteurs qui font que ce n'est pas qu'une question de perturbation du voisinage qui fait que les gens vont se mobiliser ou pas. Il y a des questions beaucoup plus larges qui viennent euh, en synergie aux contestations. Et notamment pour la méthanisation, récemment est apparu un collectif scientifique national de méthanisation raisonnée qui est donc qui a pour mission de surveiller les projets de méthanisation afin qu'ils correspondent à une notion compatible avec l'économie circulaire qui devrait aller avec la méthanisation. En fait, ils dénoncent la présence très forte de l'agriculture qu'ils appellent industrielle, qui est l'agriculture conventionnelle, intensive. Et pour eux, la méthanisation n'est pas forcément quelque chose de positif pour l'environnement, puisque ce n'est qu'un élément de plus de l'agriculture qu'il faut changer, l'agriculture intensive. Et donc, ils appellent ce qu'ils appellent la méthanisation raisonnée. Donc, on voit bien qu'il y a des enjeux globaux, donc contestation d'une filière sur sa raison d'être, avec des enjeux locaux qui vont entrer en synergie. J'ai porté un autre exemple, celui de Notre-Dame-des-Landes, là qu'on reconnaît à travers le petit logo non à l'aéroport. Donc, on est parti d'une problématique très locale qui était donc pour sauver des terres agricoles et des zones humides. Et ça a débouché sur une problématique nationale, voire même, je pense, presque au moins européenne, puisqu'il y a
il y a des personnes qui sont arrivées de différents pays pour manifester. Notre-Dame-des-Landes, c'est très intéressant l'histoire, hein. C'est quelque chose qui avait été programmé dans les années 60, dans les années 60-64. Donc c'était à l'époque où les services de l'État organisaient l'aménagement du territoire d'une façon très descendante, hein. C'est-à-dire qu'il y avait quelques ingénieurs qui réfléchissaient et puis qui programmaient la gestion du territoire. Et je ne sais pas si vous le savez, mais je trouve ça toujours très intéressant, c'est que donc ils programmaient, donc ils réservaient le foncier. Ils réservaient le foncier pour dire, bon voilà, dans 20-30 ans, on va faire un aéroport à tel, à tel endroit. Donc ils appelaient ça des zones aménagement différé, des ZAD. Donc c'est très croustillant, parce que les fameuses ZAD sont venues des zones à défendre, puisqu'on les a laissées tranquilles pendant 20-30 ans. Donc la nature a évolué, donc on en a fait des milieux naturels remarquables. La société a évolué elle aussi, donc elle a fait pression pour avoir une législation de plus en plus forte sur les milieux naturels remarquables, donc les fameuses zones humides. Et on s'est retrouvés, enfin les porteurs du projet se sont retrouvés devant une situation qu'ils avaient quasiment créée eux-mêmes, hein, en faisant de la zone aménagement différé, où ils ont laissé s'exprimer le milieu naturel, donc en faire un milieu naturel remarquable, qui après a été défendu à la fois par les personnes qui habitaient là et puis par les personnes qui souhaitent défendre l'environnement. Et puis ensuite, donc, il y a eu donc, des oppositions fortes qui ont fait que le projet a pris une ampleur nationale. Des choses un peu moins attendues qui peuvent poser question aussi. La notion d'eau usée, donc vous savez que l'eau est un enjeu important pour beaucoup de pays, hein, de plus en plus, même très proche, hein. Il faut savoir quand même qu'en France, il y a 50% de la population en France, pardon, en Europe, il y a 50% de la population qui vit en zone de tension sur la ressource en eau. Donc ce ne sont pas forcément des manques d'eau structurels, mais ça peut être des manques d'eau provoqués par des compétitions d'usage fort, hein. Par exemple, l'agriculture consomme beaucoup d'eau en Europe. Et une des solutions envisagées pour pallier les problématiques de ressources en eau, c'est de réutiliser les eaux usées. Voilà. Ce rapport montrait donc les eaux usées, une ressource inexploitée. Donc bien évidemment, c'est de retraiter les eaux usées, qui sont déjà traitées, mais de les retraiter encore plus fort pour pouvoir s'en servir, par exemple, en agriculture. Mais différentes situations montrent, selon les pays, selon les régions, selon les situations, qu'il peut y avoir des oppositions assez fortes sur la réutilisation des eaux usées. Donc des enjeux globaux, des enjeux locaux, une convergence entre le local et le global qui va complexifier la situation, qui va complexifier le système. Et je voulais donc, avant de continuer, vous donner pourquoi je fais ce type de conférence, vous donner la raison pour laquelle je fais ce type de conférence. Alors, j'ai eu la chance, dans mon ancienne vie professionnelle, d'avoir travaillé en tant que directeur de recherche au CNRS, dans l'étude des milieux naturels, des écosystèmes et de la gestion intégrée de la ressource en eau. Et dans le cadre d'un projet européen du programme LIFE, que j'avais initié et piloté, on avait pris en charge une problématique forte du sud-ouest de la France, mais qui en fin de compte est une problématique forte quasiment dans toute l'Europe. C'est de comment on arrive à concilier le développement économique agricole, la préservation de l'environnement, et là il s'agissait de la ressource en eau, et des attentes des citoyens. C'était un projet, donc il y a une quinzaine d'années. Donc là, on a expérimenté des approches différentes. Différentes de quoi? Différentes de la fameuse politique agricole commune, hein, qui prévoit des aides aux agriculteurs, mais qui sont prévues sur des conditions techniques assez fortes et qui sont après proposées aux États membres qui les mettent en application et qui les proposent elles-mêmes au monde agricole. Donc on est dans un système très descendant. Et notamment, il y avait une quinzaine d'années, il y avait ce qu'on appelait les mesures agro-environnementales
qui voulaient aider justement à avoir un impact agricole moins fort sur l'environnement. Et en faisant des études avec des sociologues sur le territoire, on s'apercevait qu'il n'y avait pas du tout d'appropriation, hein. À l'époque, on parlait aussi d'appropriation locale de ces mesures agro-environnementales par les agriculteurs. Donc le projet de démonstration, c'était de dire comment peut-on faire pour qu'il y ait une meilleure appropriation de ces mesures, que les agriculteurs changent leurs pratiques agricoles et aillent vers quelque chose de moins impactant pour l'environnement. Donc le constat aussi, c'était que ce sont des exploitations, donc des petites entreprises ou des grosses entreprises, mais là on était dans le sud-ouest, donc plutôt des petites entreprises, et qu'une décision de changement de pratique, de changement de système de production par exemple, peut avoir des répercussions assez fortes sur les revenus. Et donc chaque personne fait attention à ses revenus et donc est inquiète de savoir quelles peuvent être les conséquences de telle ou telle action sur ses revenus à venir. Donc on a décidé d'expérimenter une démarche inverse, c'est-à-dire que plutôt que de faire des propositions aux agriculteurs de telle ou telle mesure, on a réuni l'ensemble des acteurs du territoire, donc pas que des agriculteurs, des citoyens, des associations, les services de l'État, enfin les élus, pour leur proposer de réfléchir, de faire des propositions de ce qui pouvait être fait. Et on a mis en place un système d'évaluation à 3 dimensions, qui est représenté par le triangle du bas, où on prenait en charge les dimensions classiques de ces problématiques, c'est-à-dire la dimension économique, qui était plutôt celle des agriculteurs et celle des institutions qui géraient l'argent européen, la dimension environnementale, qui était partagée entre les associations, les citoyens, certains agriculteurs aussi, qui étaient beaucoup plus proches de l'agriculture biologique. Et on a fait le pari de dire qu'il faut aussi mettre en place un troisième pilier, qui est le pilier donc, de l'approche de la société. Et on s'est aperçu que dans ce genre de démarche, on créait une dynamique très positive. C'est-à-dire qu'on est arrivé sur un territoire où il y avait des tensions énormes entre les différents types d'agriculture, les associations, les services en charge de faire circuler l'argent européen, donc l'Agence de l'eau et d'Haute-Garonne, les services de l'État, la Chambre régionale de l'agriculture, le conseil départemental du Gers. Il y avait des tensions énormes entre les acteurs et quasiment tout était bloqué. Et on est parti donc sur cette démarche inverse. La surprise, ça a été de voir que, alors on pensait, quand je dis on, c'est plutôt les gens qui avaient en charge la gestion classique de l'agriculture et de la ressource en eau, nous disaient, si vous arrivez à faire participer les agriculteurs, si vous obtenez un ou deux scénarios, ça sera le bout du monde. Et on a obtenu 36 propositions par les parties prenantes, pas que les agriculteurs. Et qu'au fur et à mesure du projet, on a vu arriver des agriculteurs qui ne venaient jamais dans les réunions de négociation officielles, institutionnelles. Donc le pari a été gagné, on a créé une vraie dynamique positive. C'était un projet européen, donc on a été présenter les résultats en Espagne, dans la Navarre, et on a été très surpris parce que les résultats qu'on présentait, c'est-à-dire ce qui avait été imaginé comme mesure pouvant être mise en œuvre par les agriculteurs du Gers, voulait être complètement adopté tout de suite par les agriculteurs espagnols, alors que dans le Gers, c'était une problématique d'eau de surface et de grandes cultures, donc de pesticides notamment. Et en Espagne, c'était une problématique d'élevage avec des pollutions d'eau souterraine, donc ce qui n'avait rien à voir, mais du fait que c'était une dynamique au sein de laquelle étaient impliqués fortement les agriculteurs espagnols étaient prêts à prendre ce qui était sorti de cette dynamique. Donc très, 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 très surprenant, mais enfin, en tous les cas, très enrichissant et très instructif. Donc cette petite parenthèse pour expliquer pourquoi je me suis dit, il y a une dizaine d'années, ça me semble important d'essayer de proposer à différents secteurs d'activité de travailler un petit peu différemment, de développer des outils, des méthodes qui vont aider tout un chacun à aller vite sur les projets pour éviter les conflits qui ne sont agréables pour personne.
Je ne voulais pas oublier les enjeux liés aux technologies, puisqu'on retrouve, je vous ai beaucoup parlé de projets de territoire, mais on retrouve la problématique pour des technologies, hein. Donc, tout le monde connaît le Linky et les déboires qu'ils ont rencontrés. Actuellement, autour de la 5G, il y a beaucoup d'émotions. Alors, il y a une émotion, bien évidemment, autour de la compétition entre les différentes entreprises qui vont offrir cette solution, mais il y a aussi une émotion par rapport aux antennes relais, problématique qui revient assez fréquemment. Des technologies aussi poussées que la voiture autonome sont actuellement presque au ralenti parce qu'il y a une forte problématique d'acceptabilité sociale, hein, de savoir l'algorithme, s'il y a un accident, entre qui doit choisir, s'il faut qu'il choisisse, enfin des choses très, très, très particulières qui font qu'il n'y a pas que les projets de territoire qui sont soumis à l'acceptabilité sociale, il y a aussi tout ce qui est technologie nouvelle. On retrouve ça aussi dans la e-santé, hein, donc l'intrusion dans les habitations de systèmes de mesure, de suivi des patients, enfin voilà, tous ces éléments qui font qu'il y a besoin donc de discussion, de dialogue, d'analyse aussi des composantes des impacts de ces différentes technologies. Donc actuellement, c'était le titre de mon webinaire, hein, il y a une volonté forte de faire de l'économie verte. Alors là, j'ai pris l'exemple de l'Europe, mais on le voit apparaître dans les journaux français, hein, même à l'échelle internationale. Le Covid a renforcé cette dynamique. Donc après, ça ne serait pas comme avant. Bon, on se pose tous la question de savoir si vraiment ça va être différent, mais enfin, en tous les cas, la question est posée. Et une question posée appelle des réponses, et je pense qu'actuellement, il y a quand même beaucoup de chefs d'entreprise qui se grattent la tête de savoir comment ils vont réussir ce virage, puisque si les entreprises ont le choix de ne pas prendre ce virage, les consommateurs, eux, a priori, mettent de plus en plus de pression sur le fait qu'il faut le faire. Donc, grande question de savoir comment une entreprise peut continuer à être viable d'un point de vue économique et que les choses soient faisables techniquement, que bien évidemment respecter la réglementation. On a bien vu là pendant le Covid qu'il y a eu obligatoirement des ajustements par rapport à la réglementation, mais que les choses ne sont pas forcément très simples à faire en temps réel, et que la réglementation, elle existe, et qu'on ne peut pas sortir de s'en affranchir. Et donc, le troisième élément, c'est ce qu'on peut appeler les attentes sociétales au sens très large du terme, qu'on va retrouver dans la RSE, par exemple, hein. C'est qu'est-ce qui va faire que ces entreprises vont être jugées de l'extérieur positivement. Et quand je dis de l'extérieur, ça commence à être de l'intérieur, puisqu'on a vu tout à l'heure avec les fonds qui se mettent notamment dans les grandes entreprises, qui a un regard très fort sur quel va être leur vrai impact en termes d'impact environnemental et sociétal, positif, hein, bien évidemment. Et donc il y a un regard extérieur, il y a un regard intérieur, il y a un autre regard intérieur, c'est celui des collaborateurs, de plus en plus de collaborateurs qui sont tous des citoyens aussi en même temps, ont cette prise de conscience et commencent à influencer l'entreprise en elle-même par le fait qu'il y a une remise en question de temps en temps d'objectifs d'entreprise par le fait que les collaborateurs ne pensent pas que ça soit aligné RSE. Juste un petit mot pour cette notion d'acceptabilité sociétale ou sociale. Je le fais maintenant parce que ça me paraissait pas fondamental, mais je pense que c'est important quand même de donner des éléments de définition. Les éléments de définition les plus faciles à comprendre, ce sont qui viennent du Québec. Le Québec l'a inscrit cette notion dans l'aspect réglementation. Donc il y a obligation pour les grands projets, donc notamment tout ce qui est grands projets d'énergie, hein, donc
Ils ont des exploitations de pétrole, ils ont des grands champs d'éoliennes, ils ont des gazoducs qui traversent le pays. Donc, tous ces grands projets, l'hydroélectricité aussi, doivent obtenir l'acceptabilité sociale. Il parle d'acceptabilité sociale. C'est une obligation. Donc, il y a une définition. La définition, vous l'avez devant vous, hein, c'est l'acceptabilité sociale, c'est le résultat d'un jugement collectif, d'une opinion collective à l'égard d'un projet, d'un plan ou d'une politique. Donc, on voit bien que ça ne concerne pas que les projets, ça concerne en fin de compte la majorité des actions qui auront une répercussion sur les gens. Voilà. Et ce jugement, donc, qui est construit, ce jugement peut être positif ou négatif et n'est jamais figé dans le temps. Donc, on a quelque chose qui est dynamique dans l'espace et dans le temps, puisque ça concerne toutes les échelles territoriales. Et ça, c'est important, ce n'est pas uniquement le négatif, c'est aussi du positif. C'est-à-dire que quand on se retrouve face à une certaine contestation, on voit une partie de ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale. Et il faut aussi aller chercher l'autre partie, qui est la vision positive du projet. Ou en tous les cas, peut-être travailler pour le projet pour que cette vision positive existe si elle n'existe pas. Je vais vous parler maintenant de quelques exemples de succès, donc des projets qui avaient tout pour être en difficulté et qui s'en sont bien sortis. Hein. Donc, c'est pas le tout de faire un constat, il faut aussi apporter des éléments de solution. Donc, j'ai pris l'exemple des gestions des déchets en Île-de-France. Donc ça, c'est une étude qui est très intéressante, qui est assez récente, hein, 2018, qui se posait la question de savoir si la concertation était rentable. Ça, c'est vraiment une question qui est posée d'une façon récurrente. Et tous les décideurs dans les entreprises disent toujours, est-ce que je mets de l'énergie, des moyens dans la concertation, en sachant que le résultat n'est pas sûr à 100%. Donc je vous fais une synthèse un peu brutale, mais je vous invite à lire l'ouvrage si vous voulez avoir plus d'informations. On peut comparer les projets dits imposés, hein, donc qui sont réfléchis à l'amont et après qui viennent être présentés aux personnes, mais sans forcément qu'il y ait droit de discussion, et des projets concertés. Donc juste deux chiffres, les coûts de la concertation sur des grands projets comme ça peut être entre 50 et 200 kilos euros, donc ce qui n'est pas négligeable, hein, mais là on parle des gestion des déchets en Île-de-France, donc les projets c'est de plusieurs millions d'euros, hein, et il faut aussi voir que le surcoût de projets imposés, c'est quoi les surcoûts? C'est les ralentissements de travaux, les arrêts des travaux, les recours, les frais d'avocat. Ça peut monter jusqu'à 2650 kilos euros, donc plus de 2 millions d'euros en surcoût par rapport à des projets qui sont concertés, avec un coût au départ, mais a priori, là, il y a quasiment du retour sur investissement qui est assez fort. Je voulais présenter un autre cas de figure, donc je sors des déchets, j'en ai parlé tout à l'heure de la problématique de la réutilisation des eaux usées traitées pour l'agriculture. J'aime bien cet exemple parce qu'il il est assez révélateur de ce qui se passe dans beaucoup de projets. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce projet? Donc, c'était un projet de démonstration, en plus, hein, donc porté par des entreprises et des organismes de recherche. Et dans les entreprises, c'était plutôt le service R&D qui était en première ligne. Ce sont donc des projets qui ont été réfléchis avec les élus et la profession agricole. Donc, un début de concertation. Et j'allais dire malheureusement, mais c'est peut-être le cas, il n'y avait pas eu de concertation avec les citoyens et les riverains. Voilà. Donc, même si les maires étaient d'accord, même si les syndicats des eaux concernés étaient d'accord, même si la profession agricole était d'accord, c'est-à-dire des élus, tout ça, quand on a commencé à porter le projet sur le territoire, il y avait 2 communes concernées, c'est dans le sud-ouest de la France, hein, autour de Tarbes, 2 communes concernées, dans les conseils municipaux, les gens se sont manifestés et voyant ça, les maires
ont décidé de se retirer du projet. Enfin, en tous les cas, de ne plus rien faire, de ne plus donner d'autorisation. Il en a résulté un blocage de plus d'un an du projet. Donc, le porteur du projet, qui avait un relais local, a décidé de dire on arrête, on est parti peut-être pas sur la bonne voie, on perd du temps, mais il faut peut-être accepter d'en perdre encore un petit peu plus pour essayer de sortir le projet de l'ornière, parce que le projet était vraiment bloqué et personne ne voyait comment sortir du blocage. Donc cet industriel, avec ses partenaires, notamment d'organismes de recherche, a décidé de se faire aider sur une approche de la situation, donc une analyse des perceptions des personnes impliquées dans le projet, c'est-à-dire les porteurs du projet, les élus, la profession agricole, les agriculteurs qui étaient concernés pour l'expérimentation, quelques associations, et première surprise, il y avait déjà une divergence de vues assez forte, pas sur la dimension technique et économique du projet, mais sur ce qu'on peut appeler la raison d'être du projet. Est-ce que ce projet il est opportun là où il a été fait? Est-ce qu'il est équitable? Est-ce qu'il est, d'un point de vue environnemental, vraiment performant? Enfin, donc il y avait des interrogations au sein même du groupe projet. Donc vous imaginez bien que quand le groupe projet se pose des questions, s'il faut aller au-devant d'opposants, ça ne va pas durer longtemps, hein. Les fissures vont s'agrandir très, 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 très vite, quoi. Donc, une fois que cette analyse des perceptions a été faite, l'industriel a décidé de partir dans un processus de co-construction. Donc, a dit, OK, on a fait un dossier de demande d'autorisation, on le remet à plat et on va refaire ce dossier avec les personnes qui voudront bien venir en discuter avec nous. D'ailleurs, des riverains, des citoyens, et la porte était toujours ouverte. Donc, c'est un processus qui a duré 4 mois. Il y a eu un vrai effort sincère des industriels de prendre en compte ce qui était proposé, alors avec une analyse technique, économique et réglementaire, parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas faisables, donc il expliquait aux personnes pourquoi ça ne pouvait pas être porté dans le dossier. Et ce travail a permis donc de déposer une demande d'autorisation qui a été, enfin une demande d'autorisation au pluriel même, qui avait des autorisations nationales qui ont été obtenues. Il y a eu 2 questions à l'enquête publique et 0 recours, alors que la préfète avait déclaré que de toute façon, un projet comme celui-ci, il y aurait obligatoirement plusieurs recours de plusieurs associations. Et le projet a tellement bien fonctionné qu'il y a même eu un rattrapage d'une tentative que j'appelle de massification de la contestation, puisqu'il y avait des opposants, il y a toujours des opposants que j'appelle irréductibles, et il faut les respecter. C'est des gens qui ne sont pas d'accord et qui ont le droit de ne pas être d'accord, ont voulu aller chercher du renfort avec le site qui s'appelle change.org, que vous devez connaître, qui est un site de signature de pétition en ligne. Ils ont obtenu 12 000 signatures. Ils avaient observé dans les résultats qu'apportaient les scientifiques, il y avait une molécule qui risquait de se retrouver dans l'irrigation, qui était une molécule qui avait des conséquences sur les abeilles. Donc Veolia a regardé ce qui se passait. En fin de compte, c'était les produits utilisés pour le traitement animal interne, les chiens, les chats qui se retrouvaient dans les stations d'épuration. Et donc, du fait qu'il y avait un groupe de discussion qui s'était construit et que la confiance avait été mise en place, quand le porteur de projet est revenu discuter auprès de ce groupe de cette problématique de molécules, les choses se sont passées vraiment très positivement. Sur les 12 000 signatures, il y a 2 personnes qui sont venues, et en fait, on continuait à ne pas être d'accord, mais elles n'étaient pas les plus nombreuses, et leurs arguments ont été entendus, et on leur a dit, oui, mais ça, c'est peut-être plus une problématique de traitement individuel, de qu'est-ce qu'on fait chez soi avec les médicaments ou les produits vétérinaires que du fait de l'industriel lui-même. Un autre exemple, c'est celui du parc éolien flottant du golfe du Lion. Moi, je trouve que c'est spectaculaire, parce que je pense que dans la salle,
oui, dans la salle, on va dire virtuelle, il y a des gens avec des énergies renouvelables. Quand on voit que la construction, entre le moment des études, du démarrage des études et la construction il y a 3 ans, c'est vraiment très, 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 très court, quoi. Puisque les projets éoliens, c'est plutôt du développement autour de 6, 10 ans pour arriver à tout purger, quoi. Voilà. Donc, c'est un vrai bon exemple. Et a priori, c'est un projet qui est parti tout de suite dans une orientation de concertation. Ils ont fait appel à la concertation préalable. Je pense qu'ils étaient obligés réglementairement, avec des permanences, des réunions publiques, des ateliers thématiques. Et si vous regardez bien le schéma, donc il y a eu de la concertation préalable, donc en 2017, et ils ont mis en place une concertation locale continue. Et probablement, donc c'est toujours difficile à vérifier, hein, bien évidemment, mais probablement que ce dispositif a permis que les choses se passent relativement bien. Voilà. L'autre dimension est peut-être liée au fait que les parcs éoliens, c'est un voisinage qui est différent. Hein. C'est pas comme les parcs éoliens terrestres où c'est proche des maisons. Là, c'est loin des habitations, obligatoirement, et ce ne sont pas tout à fait les mêmes parties prenantes qui s'expriment. Là, c'est souvent les pêcheurs, voire les touristes, qui peuvent être gênés par l'implantation des éoliennes en milieu marin. Mais enfin, en tous les cas, c'est un vrai exemple positif de projet qui a été rondement mené, si je peux parler comme ça, et pour lequel, a priori, il n'y a pas eu de contestations qui ont dégénéré, quoi. Il y a eu probablement des contestations, mais elles ne sont pas transformées en opposition forte. Le dernier exemple que je montrerai, c'est du photovoltaïque. Le photovoltaïque, jusqu'à présent, tout le monde pensait que ça passait comme une lettre à la poste, si je peux me permettre cette expression. Et puis on s'aperçoit maintenant qu'il y a des contestations. Il y a des contestations pour des grands projets. Je vois qu'il y a une question là sur un parc éolien de Saint-Nazaire lancé récemment. A-t-il eu le même niveau d'acceptabilité? Ben oui, j'en suis pas complètement certain. En effet, oui, en effet. Et si dans la salle il y a quelqu'un qui connaît bien cette question, il peut écrire aussi là, comme l'a fait Monsieur Leboeuf, et permettre ainsi d'avoir des informations. Donc je reprends l'explication. Donc le parc photovoltaïque de Hobbs, les élus avaient été échaudés puisqu'ils avaient lancé il y a quelques années en arrière un parc éolien. Donc c'est là qu'il y avait eu la fiche non à l'éolien industriel qui est toujours là, alors que ça fait plus de 8 ans, je crois. Donc ils ont décidé de passer au photovoltaïque, mais ils se sont dit on va lancer tout de suite une démarche de concertation. Donc ils ont mis en place un comité de pilotage d'élus, de citoyens, d'institutions, qui les a aidés pour le cahier des charges, ils ont lancé un appel d'offres, qui les a aidés pour le choix du prestataire, et ils ont imposé à ce prestataire, enfin à ce développeur plus exactement, qu'il fasse de l'investissement participatif et qu'il aille jusqu'au co-design du projet. Voilà. Et d'ailleurs, quand on lit un peu les différents éléments, un des membres du COPIL a dit que le COPIL a choisi le développeur qui était prêt à une véritable démarche participative. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on reboucle la boucle, puisque à travers les discussions, on s'aperçoit que il y a quand même, les gens parlent de l'éolien, hein, ils sont obligés d'en reparler, et une personne a dit, alors c'est juste une personne, hein, bien évidemment, donc c'est du verbatim, mais en tous les cas, c'est intéressant. On dirait, avant, avec le projet éolien, tout était caché, on ne savait pas combien d'éoliennes, quelle hauteur. Donc en fin de compte, ce n'était pas forcément la question de est-ce que c'est un projet éolien ou pas qui était là, c'était plutôt de la méthode qui avait été utilisée qui a joué un rôle important. Alors bien sûr, c'est des éoliens, c'est toujours plus compliqué, mais en tous les cas, la méthode aussi avait été assez importante. Il y avait permis la cristallisation de beaucoup de contestations et d'oppositions. Alors pour éviter que les différents porteurs de projets qu'il y a dans la salle aujourd'hui se retrouvent devant un mur de non, d'opposition, ben, il y a des lueurs d'espoir. On a bien vu par ces exemples qu'il y a des gens qui s'en sortent. Alors, la prise en charge de cette dimension,
c'est pas une lubie, hein, c'est pas juste quelque chose pour être dans l'air du temps, c'est un vrai enjeu. C'est quelque chose qu'il faut vraiment faire et les conséquences positives, elles sont là. Ça permet de limiter significativement les retards, voire l'arrêt des projets. Ça favorise aussi la bonne réputation du porteur de projet. J'ai accompagné un développeur d'énergie renouvelable qui était sur un territoire avec une très 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 mauvaise image, qu'il avait accompagné, il avait voulu développer un projet, ça s'était très 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 mal passé. Et dans une démarche de réflexion territoriale qu'ils ont accepté de mener sur la transition énergétique, ils ont récupéré une bonne image d'un développeur qui était à l'écoute du territoire. Augmenter la valeur de la marque, bon, ça c'est vraiment pour les entreprises qui ont une stratégie de marque importante, et surtout maîtriser les coûts externes. Donc rappelez-vous tout à l'heure, hein, les déchetteries, ça pouvait aller jusqu'à 2 600 000 euros de surcoût dû à de la contestation, à de l'opposition dans des projets non concertés. Donc c'est pas, alors bien sûr, ce sont des très gros projets, mais les sommes par rapport à ce qui pouvait être injecté en ce qu'on appelle la concertation, 50 000, 200 000 euros, somme toute, c'est disproportionné, quoi. Donc l'acceptabilité sociétale à prendre en charge, acceptabilité sociale, comme vous voulez, à prendre en charge, oui, mais comment? Donc là, je vais juste effleurer la question, parce que je ne voudrais pas rentrer dans un grand débat technique, et puis je vois qu'il est déjà 13h46, je vais aussi laisser la place aux questions. Juste vous dire que nous, on a eu la chance d'être aidés par l'ADEME et pour collaborer avec des laboratoires de sociologues du CNRS et de l'Université de Toulouse 2, et qu'on a pu voir avec eux qu'il y avait besoin en fin de compte, pour traiter de cette grande problématique de l'acceptabilité sociale, d'une approche systémique. Pourquoi? Puisqu'on a toujours tendance à se focaliser sur le projet. C'est pour ça que je l'ai représenté sous forme d'iceberg. C'est-à-dire, on a le projet, on a l'équipe projet qui est sous le feu des projecteurs de la société. Et puis, on s'aperçoit qu'en fin de compte, les parties prenantes, quelles qu'elles soient, que ce soit les citoyens, les services de l'État, enfin, tous les acteurs du territoire, ne vont pas regarder que le projet, vont faire une analyse aussi avec les éléments qu'ils ont de toute l'entreprise. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire les équipes techniques, qu'est-ce que cette entreprise est capable de faire, sa communication, son marketing, sa direction, sa stratégie, sans forcément faire une analyse au sens propre du terme, mais d'avoir des perceptions, de ressentir une entreprise, de la ressentir ou de juger ce qu'elle a fait sur le territoire, si ça s'est mal passé pour un projet, ou au niveau national, ou les on dit, enfin oui, il y a une entreprise qui arrive sur un territoire pour un projet, elle n'est pas vue que par la pointe émergée, elle est vue aussi, enfin toute l'entreprise est regardée. Et donc on est très très proche des équipes de RSE, puisque c'est l'interfaçage entre ce qui se passe dans l'entreprise et un engagement sociétal et environnemental de l'entreprise. Une approche systémique aussi pour décortiquer ce que c'est l'acceptabilité. Et on a travaillé avec les sociologues et on s'est aperçu qu'il y a des grands axes sur lesquels s'appuie la construction de cette fameuse opinion dont parlaient les Canadiens tout à l'heure. Hein, rappelez-vous, c'est un jugement, c'est une opinion qui se construit. Et ça se construit à partir d'éléments comme est-ce que le projet est opportun pour nous? Est-ce qu'il est crédible? Est-ce qu'il est équitable? Est-ce que l'ancrage de l'entreprise, est-ce qu'elle est une entreprise qui est bien ancrée? Est-ce qu'elle est ouverte? Est-ce qu'elle s'engage? Est-ce qu'elle est crédible? Vous voyez, donc on s'aperçoit que malgré la pluralité des avis, la diversité des avis, il y a quand même des axes forts sur lesquels les gens peuvent se retrouver. Donc une approche systémique permet d'alimenter un opérationnel. Alors l'opérationnel, c'est quoi? C'est des diagnostics, c'est des réunions publiques, c'est des enquêtes, tout ce que vous connaissez. Mais une approche globale, ça permet d'organiser tout ça. C'est-à-dire de mettre dans le bon ordre les différentes actions de communication, de réunion, de faire venir des experts, de mesures sur le territoire, pour que la partition soit écrite et que la musique que l'on va jouer tous ensemble, elle soit bien audible, quoi.
Alors maintenant que j'ai beaucoup parlé, je vais vous écouter, mais avant de vous écouter, je veux juste vous dire très très rapidement, j'ai déjà remercié toutes les personnes qui étaient là pour avoir de l'information et qu'elles n'hésitent surtout pas à m'envoyer leurs questions par email, j'y répondrai. Donc vous avez mon adresse mail, il n'y a pas de faute, oui, c'est bien ça, vous pouvez m'écrire. Et puis les personnes qui sont dans l'auditoire et qui sont confrontées à des enjeux d'acceptabilité, alors certains sont très très brûlants, hein, donc, et toutes les situations peuvent être récupérées, hein, même quand on a eu des recours, je pense qu'il ne faut pas baisser les bras parce que même si on gagne le tribunal, derrière, on n'est pas sûr que ça reparte pas, quoi. Donc tout peut être analysé, tout peut être regardé et il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Donc moi je vous invite, si vous avez quelque chose qui est brûlant ou moins brûlant d'ailleurs, à prendre rendez-vous, hein. Donc vous avez le bouton en haut à prendre rendez-vous. J'ai mis des créneaux dès demain, quasiment toute la journée demain et vendredi. Donc, en une demi-heure, on balaye, hein, j'écoute votre problématique, on regarde déjà quel type d'approche vous pouvez lancer en fonction de l'état d'avancement de votre projet et de votre perception de vos perceptions de votre territoire. Quels résultats vous pouvez en attendre, et puis des premières pistes pour agir rapidement si éventuellement il y a quelque chose d'urgent à faire. L'enjeu est fort. Les exemples que je vous ai montrés, j'espère, vous ont éclairé sur le fait que les temps sont longs, mais peuvent être raccourcis. Voilà. Les temps sont longs, donc beaucoup d'énergie perdue, beaucoup d'argent perdu, mais peuvent être fortement raccourcis, et ce, quelle que soit l'étape à laquelle on est dans son projet. Il y a toujours une lueur d'espoir, il y a toujours quelque chose qui peut être fait si on est prêt à le faire en toute sincérité. Rappelez-vous l'iceberg, quand vous allez porter votre projet, c'est toute l'entreprise qui va être analysée. Donc, je laisse à l'écran, donc là on a 8 minutes, là j'étais un peu bavard, je laisse à l'écran mes coordonnées pour ceux qui veulent pas passer par le système qu'on vous propose, mais me contacter directement, vous n'hésitez pas, vous avez mon portable, vous avez mon adresse électronique, et s'il y a des questions, alors n'hésitez surtout pas, vous pouvez les écrire sur le chat. Donc, on avait la question tout à l'heure du parc éolien de Saint-Nazaire. Donc, personne n'a apporté d'éléments de réponse. Donc, peut-être que dans la salle, on n'a pas de spécialiste de ce projet-là. Alors, des exemples pour la méthanisation, oui. Alors, pour la méthanisation, on a un très bon exemple. Donc, on a travaillé avec les sociologues de Toulouse, aidés par l'ADEME et la région Occitanie, on a fait une analyse de cas, de projets qui avaient réussi et de projets qui n'avaient pas réussi. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait donc une convergence entre des problématiques locales et des problématiques globales. Donc, c'était quoi la convergence en fait? On s'est aperçu que le projet qui était bien passé, alors qu'ils étaient distants de quelques kilomètres, hein, c'était un projet qui était porté vraiment par quelqu'un qui était bien ancré dans le territoire. Hein. Donc, j'ai parlé d'ancrage tout à l'heure, qui était bien présent dans le territoire, qui avait établi déjà depuis longtemps une relation assez forte avec les différents acteurs du territoire, et qui était dans une démarche peut-être, c'est un peu fort le mot que je vais dire, mais d'économie circulaire. Voilà. Et l'autre projet qui, lui, a échoué, était un projet qui était porté beaucoup plus par des investisseurs et qui n'avait pas fait ce travail amont d'être ancré dans le territoire. Voilà. Donc il y a eu une analyse, donc c'était une même problématique, hein, donc les risques que l'on entend habituellement, donc d'explosion, d'odeur, de trafic routier, étaient à peu près les mêmes pour les deux, mais d'un côté, on avait un acteur de territoire qui travaillait depuis pas mal de temps avec ses parties prenantes, et de l'autre, on avait des gens qui... L'idée était séduisante, hein, c'était d'utiliser un, un résidu agricole dont on ne fait pas grand-chose pour faire de la méthanisation. En plus, il s'était mis dans une zone d'activité commerciale, donc la première habitation était à 500 mètres, donc il respectait complètement la règle, mais malgré tout,
le portage du projet et peut-être la non-explication de comment il était porté, et donc toute cette analyse dont je vous ai parlé d'équité, d'opportunité, de crédibilité, a été vraiment en défaveur de ce projet. Donc à quelques kilomètres de distance, un projet accepté, un projet rejeté. Alors, quel est l'ordre de grandeur du coût d'une étude AS, étude activité sociétale, je suppose, et du temps nécessaire? Alors, vous avez vu tout à l'heure avec les exemples sur la déchetterie, c'était des enveloppes assez conséquentes, hein, parce que là, on commençait à 50 kg euros, on est jusqu'à 200 kg euros, donc là, c'est vraiment des gros trucs. Et bien évidemment, tout dépend du projet auquel on s'adresse et du territoire surtout. Parce qu'en fin de compte, si vous avez besoin, et voilà, de l'état d'avancement du projet. Si vous êtes en gestion de crise, ben, il faut peut-être mettre des moyens un peu plus importants. Si vous êtes très à l'amont, vous avez le temps d'aller faire l'analyse du territoire, de discuter avec certaines personnes, de faire des enquêtes de perception. Ça, on fait beaucoup parce que ça, c'est pas très cher et ça apporte beaucoup, beaucoup d'informations, déjà de la sensibilité du territoire. Donc, pour des, on a, nous, très concrètement, on a développé des outils aussi qui permettent très rapidement d'avoir déjà une information de bonne qualité sur la situation. Voilà, on a développé, vous regardez sur le site internet, ça s'appelle Start, c'est pour le biogaz, les carrières et aussi pour l'éolien. Ça permet un porteur de projet, il répond à 20 questions et avec les sociologues, on a créé un algorithme qui met les réponses de ces questions en perspective avec le fameux profil type de l'acceptabilité que je vous ai décrit tout à l'heure. Et là, déjà tout de suite, on voit si le projet il va être devant de grandes difficultés ou des difficultés intermédiaires. Et ça permet aussi de voir les axes d'amélioration. Et donc là, on est sur quelque chose qui est autour de 500, 300, 500 euros. Mais c'est juste un diag, mais ça permet déjà de donner beaucoup d'informations. Et puis après, s'il faut faire des diagnostics, et puis après, s'il faut faire des réunions publiques, bien évidemment, on a quelque chose qui va augmenter. Mais j'aime bien, moi, travailler par tiroir, parce qu'en fin de compte, il faut faire des go-no-go régulièrement, dire, bon, là, on en est là, est-ce que vous voulez continuer, est-ce que vous voulez arrêter, est-ce que, voilà, pour que le porteur de projet n'investisse pas beaucoup tout de suite, parce que c'est pas évident, là, les projets au début, ils sont en période de risque, et c'est là où on a du mal à mettre beaucoup, beaucoup d'argent. Et le temps, alors le temps, ben écoutez, ça, en revanche, c'est quelque chose qui se stabilise, c'est très surprenant. On s'aperçoit entre 2 et 6 mois, on arrive quand même à résoudre la plupart des problématiques, quoi. Donc, bon, après, c'est un ordre de grandeur, hein. Et puis, je vous dis, sur des projets immenses, le stockage de nucléaire à Bure, je ne suis pas sûr que ça durera que 6 mois, quoi. J'attends parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Ah oui, les articles dans la presse, comment gérer? Ça, c'est une très bonne question. Enfin, toutes sont des bonnes questions. Donc là, par exemple, je vous citais le cas de la réutilisation des eaux usées où c'était pas un article dans la presse, mais c'était quand même une signature en ligne de 12 000 personnes sur change.org. Et il y avait des articles d'ailleurs dans la presse qui étaient en relais. Donc là, très concrètement, l'industriel qui a son service de com, c'est un gros industriel, donc il a un service de com puissant, était prêt à répondre dans la presse. Et, l'idée, ça a été de dire, ben non, c'est peut-être pas forcément le meilleur moyen, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez, pendant 4 mois, vous avez créé une zone de dialogue, de confiance, en confiance avec les acteurs locaux. Donc venez parler de ce qui est dit dans la presse devant ce groupe, plutôt que de communiquer dans la presse, quoi, de faire un droit de réponse. Et ça a super bien marché, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a super bien marché.
parce qu'en fin de compte, les gens étaient en confiance. Parce que pourquoi ils étaient en confiance? Que tout au long de la concertation, toutes les réponses ont été apportées à toutes les questions et le porteur de projet quand il le fallait, changé des choses dans le projet en disant bah, ok, là ça ne va vraiment pas, on accepte de modifier notre projet, on ne va pas faire comme ça, ou même on va abandonner l'irrigation de cette partie. Voilà. Et donc ils allaient jusque-là. Donc il y a une grande confiance qui s'est établie, et donc toute critique extérieure, puisque c'était presque vu comme ça, pouvait être gérée par le groupe. Donc c'est très surprenant ce que je vous dis, hein, parce que c'est gérer des articles de presse dans un groupe, mais ça a une puissance assez forte, parce que dans le groupe, bien évidemment, il y avait des associations, il y avait des gens, des élus, il y avait des gens qui par leur côté, leur propre réseau, avaient la capacité, elles, de faire circuler, entre guillemets, ce que je peux appeler la bonne parole. Écoutez, je vois qu'il est 14 h. Je suis désolé parce que j'ai été très très bavard. Je vais être obligé de m'arrêter parce que il faut qu'on libère la salle. Donc, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir participé. N'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous avez des choses à traiter urgemment. N'hésitez pas à me poser des questions par courrier électronique, hein. Donc, et puis on peut rester aussi en contact en, en continu. Bah, écoutez, merci pour les merci. C'est toujours bien de savoir comment le message passe, parce que c'est un exercice auquel on s'est habitué, hein, maintenant, la visioconf avec le Covid, mais bon, c'est pas toujours gagné d'avance. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, et puis à très très vite pour celles et ceux qui le souhaitent. Je vais couper. Bonne journée à toutes.